La seconde partie de notre débat sur France 24, un débat consacré ce soir à ces frappes russes sur le territoire syrien. Je vous propose tout de suite d'écouter le président russe Vladimir Poutine. C'était ce jeudi. D'autres pays ont conduit des frappes sur le sol syrien depuis plus d'un an, sans résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et sans demande expresse des autorités syriennes. Voilà, et un haut responsable français affirme ce soir que les frappes russes en Syrie doivent viser Daesh et pas d'autres groupes. Général Gaviard, vous vous posiez en effet la question hors antenne de savoir pourquoi les Américains finalement ne donnent pas de preuves aujourd'hui que les Russes n'ont pas frappé l'organisation de l'État islamique. Pourquoi? Parce que comme vous le dites, vous le disiez hors antenne, et finalement ils auraient pu monter des images satellites, des photos, ils ne l'ont pas fait. Oui, parce qu'il est très clair que les Américains savent exactement ce qui se passe sur le théâtre. Ils ont observé, ils ont des AWACS, enfin des satellites, ils ont des gens au sol, etc. Donc ils ont fusionné toutes ces informations, ils savent pratiquement en temps réel ce qui se passe. Ils surveillent, grâce aux AWACS en particulier, les vols des Sukhoi 24, des Sukhoi 25. Donc ils les suivent parfaitement, ils savent exactement ce qu'ils font, bien évidemment, pour remonter toutes ces informations et tous ces renseignements au Pentagone et puis à Washington. Donc les Américains savent exactement ce qui se passe. On les a entendus dans une première partie dire qu'ils n'attaquaient pas Daesh. Et puis depuis, on ne les entend plus beaucoup, alors qu'ils ont certainement des preuves formelles. Et pour quelle raison on ne les entend plus beaucoup? Moi, la seule raison que je vois, puisque j'étais chef des opérations des armées et qu'on travaille quand on est aux opérations des armées avec les diplomates, c'est vraisemblablement, ça c'est mon interprétation, pour laisser une porte ouverte à la discussion avec les Russes. Et pour ne pas montrer tout de suite que finalement le président Poutine... Quelles pourraient être les négociations avec les Russes? Qu'est-ce qu'on pourrait négocier aujourd'hui avec les Russes? Essayer de revoir ce qu'on entend par terroriste, parce que visiblement on n'a pas le même langage et on n'a pas la même compréhension de ce mot. Donc d'un côté, et vous le voyez bien, les Français disent aussi Daesh, etc. Donc là, il y a peut-être besoin d'une explication. En tout cas, il en est de même que pour un avion qui serait abattu par l'un ou l'autre parti, ça aurait des conséquences dramatiques. Politiquement parlant, je pense que cette affaire-là doit laisser à la diplomatie un petit peu de temps pour pouvoir résoudre ce problème. Alexis Bachelet, quand les Russes frappent d'autres groupes, et je pense notamment à Al-Nusra, et Philippe Migaud le rappelait tout à l'heure, qui est quand même lié à Al-Qaïda, ça gêne la France? Non, je ne crois pas que ce soit ça dont il est question. Pourquoi est-ce qu'on fait finalement, on focalise sur l'organisation de l'État islamique, alors que la Syrie est aujourd'hui truffée, si je puis dire, de groupes terroristes? Il n'y a pas que l'organisation de l'État islamique. Non, d'ailleurs... Quand les Russes tapent sur le front Al-Nusra, est-ce qu'on ne devrait pas s'en féliciter? D'abord, nous ne savons pas sur qui les Russes ont exercé leur frappe. Si quelqu'un le sait ici de manière précise, il faudrait qu'il le dise. Moi, je n'en sais rien et je n'ai pas l'impression ici qu'on sache. Ce qu'on sait, et c'est le général qui l'a dit, c'est qu'il se concentre sur la partie occidentale de la Syrie, donc plutôt, on va dire, la zone où l'armée de Bachar el-Assad est encore en capacité de tenir et en résistance face à différentes forces. Et non pas sur la partie orientale où justement... Oui, mais par exemple, il frappe le front Al-Nusra qui est aussi du côté de Damas. On l'avait vu, d'ailleurs, le front Al-Nusra avait pris des faubourgs de Damas. Donc les Russes frappent aussi ce groupe qui est lié à Al-Qaïda. Bien, ils frappent l'ensemble des adversaires de Bachar el-Assad, ce qui peut effectivement comprendre un certain nombre de groupes terroristes, au-delà de l'État islamique, je le concède volontiers. En revanche, rien ne nous dit qu'ils ne vont pas s'en prendre à des groupes comme l'armée syrienne libre ou à des démocrates qui, eux, se battent non pas sous le drapeau d'un groupe terroriste ou islamiste, mais qui se battent tout simplement pour libérer leur pays du joug de ce tyran. Et c'est là que nous devons être extrêmement vigilants et ne pas donner le sentiment à M. Poutine qu'il a carte blanche, parce que sinon, effectivement, il va mettre sous l'étiquette de terroriste l'ensemble des opposants à Bachar el-Assad. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs la stratégie de communication de Bachar el-Assad lui-même. C'est-à-dire que Bachar el-Assad, dès le mois de mars 2011, il a affirmé que les gens qui manifestaient sans armes et sur lesquels il a fait tirer étaient soi-disant des terroristes islamistes. Dans le même temps, d'ailleurs, et ça a été dit par mon voisin, M. Bachar el-Assad, et j'aimerais que ce soit démenti si ça n'est pas vrai, parce que ça a été dit par de nombreux experts, M. Bachar el-Assad a ouvert grand les prisons pour libérer tous les islamistes qu'il détenait et ainsi alimenter des groupes terroristes dont évidemment il a besoin pour justifier sa mainmise et son maintien sur le pays. Donc moi, ce que je prétends
c'est que je pense que M. Bachar el-Assad, effectivement, n'est pas un allié possible parce que c'est quelqu'un qui joue double, voire triple jeu. Et qu'il est objectivement, depuis le début de ce conflit, un allié objectif de Daesh, en ce sens où il a eu intérêt, effectivement, à faire grossir cette menace pour mieux, effectivement, asseoir son discours selon lequel l'ensemble de ses opposants sont des terroristes. Et effectivement, il a raison pour une partie, mais lui n'a jamais fait dans le détail. Lui n'a jamais voulu donner acte que peut-être les gens qui manifestaient au mois de mars et sur lesquels il a fait tirer étaient non pas de dangereux terroristes, mais tout simplement des citoyens syriens révoltés contre les tortures et les pratiques du régime et qui, comme dans d'autres pays arabes, réclamaient un changement de régime. Walel Hafez, elle est où l'armée syrienne libre aujourd'hui? Elle existe encore? Ça existe encore, c'est vrai, c'est affaibli, mais c'est voulu, comme j'ai dit déjà avant. Pourquoi? Parce que l'armée syrienne représente la révolution. Au moment le scénario voulu, c'est question de montrer et mettre les caméras sur le groupe bien fabriqué de terrorisme donné de nom islamique pour dire, voilà, Assad ou le terrorisme islamique. Donc, il n'y a pas de choix. Donc, le plus tôt, c'est Assad parce qu'il est beau, il est arrivé dans sa stratégie, en tout cas. Il a réussi, absolument. Il a réussi. C'est bien joué. Je vais vous dire une chose. C'est ce que je vous ai dit. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé. Il reprend les mêmes éléments de langage et ne veut pas faire de distinction. Vous êtes contre Assad, vous êtes un terroriste. Exactement. Donc, on a passé par l'étape. Assad, il a perdu la bataille. Après, Hezbollah est intervenu pour l'aider. Il a perdu la bataille. L'Iran, avec tous ses mercenaires, les vrais terroristes qui sont collectés de partout de la planète, et qui pour vraiment tuer le peuple syrien et faire des massacres non vus avant. Et maintenant, vu que ni l'Iran, ni Hezbollah, ni Assad, c'est la Russie qui arrive. Mais même la Russie, si elle a perdu l'Afghanistan et s'est terminée l'Union soviétique, avec Souris-Yastan, elle va se terminer l'Union fédérale russe. Philippe Migaud, justement, là, la Russie, elle revient quand même sur avec Vladimir Poutine, vraiment au centre du jeu international. Il a quand même fait un bras de fer sur l'Ukraine. Il est arrivé quand même à envahir l'Ukraine d'une manière, au dire de la communauté internationale, de manière tout à fait illégale. Aujourd'hui, il arrive en Russie et il est maître du jeu, on peut le dire, aujourd'hui en Russie. Tout le monde appelle aujourd'hui Vladimir Poutine. Oui, alors si vous permettez, je vais revenir. Il est très fort quand même sur... Je n'étais pas venu pour parler d'Ukraine, mais on en reparlera si vous voulez. Non, mais pas de l'Ukraine, mais l'Ukraine c'est en plus, c'est-à-dire, je vous parle de sa stratégie globale sur la scène internationale. Quelques commentaires par rapport à ce qui a été dit. D'abord, si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait la guerre, très concrètement, on série des priorités. C'est-à-dire qu'on frappe le plus proche d'abord, la menace la plus proche d'abord, la plus lointaine ensuite. On frappe du plus près au plus loin, du plus dangereux au moins dangereux. Donc concrètement, quand vous frappez d'abord ce qu'il y a dans les faubourgs de Damas, vous frappez d'abord ce qu'il y a à côté de la Syrie utile, donc vous frappez ce qu'il y a le plus proche de la ligne de front. Allez-y, allez-y. Peut-être parce que le général est aviateur et que je suis artilleur, mais bon, c'est pas la même culture. Allez-y, Philippe Migaud, allez-y. Concrètement, ça peut expliquer aussi pourquoi les Russes ont frappé à certains endroits et pas à d'autres. Ça, c'est quelque chose de strictement militaire. Ce que je constate d'un point de vue diplomatique, c'est que je ne sais plus lequel d'entre vous a dit qu'on ne peut pas avoir des alliés qui mènent un double jeu. Mais quels alliés pouvons-nous avoir dans la région? On va s'allier avec les Turcs qui achètent en sous-main le pétrole à l'État islamique. On va s'allier avec les Qataris et les Saoudiens qui ont tout fait. Non mais je peux finir. Qui ont tout fait pour créer l'État islamique, pour l'armer, pour le financer. Est-ce que concrètement, on va s'allier avec les pétromonarchies du Golfe qui financent le terrorisme international depuis des années? Ce que dit monsieur en filigrane depuis tout à l'heure, c'est les méchants iraniens, les méchants du Hezbollah, en gros les méchants chiites contre les gentils sunnites. Mais grosso modo, le terrorisme fondamentaliste qui frappe en France, il est sunnite ou il est chiite? Il me semble qu'il est sunnite, si je ne m'abuse. Pour en revenir à Vladimir... Il a été chiite aussi. Oui, il a été à une époque, mais on n'y est plus. C'était il y a 30 ans. Il y a 20 ans. Là, on est en train de parler d'autre chose. Mais je ne passe pas l'éponge pour autant. Et d'ailleurs, je pense qu'on a passé l'éponge sur bien des dossiers beaucoup trop facilement. Concrètement, oui, Vladimir Poutine, la Russie est revenue au centre du jeu diplomatique, tout simplement parce que la diplomatie ne repose pas simplement sur des questions de santé économique. Faire pression sur un pays par des sanctions, ça ne fonctionne pas toujours nécessairement. S'imaginer qu'on va dissocier la population russe du régime russe avec une politique de sanctions, ça ne fonctionne pas non plus. Vladimir Poutine a un avantage
sur les Occidentaux, c'est qu'il fait de la diplomatie à l'ancienne. Il fait de la diplomatie, il fait de la réelle politique, il fait du pragmatisme. Il regarde les rapports de force sur le terrain et il agit strictement en fonction de ces rapports de force. Alors que nous, nous sommes constamment dans le dogmatisme. Nous disons ce qui est bien, nous disons ce qui est mal, qui est souhaitable, qui doit être au pouvoir, qui ne l'est pas. Le tout d'ailleurs sans aucun respect du droit international non plus. Donc, très concrètement, Vladimir Poutine, par rapport à nous, joue sur du velours parce que nous nous comportons comme des amateurs. Oui, alors ça, Alexis Bachelet, je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que dit Philippe Migaud, parce que quand même, concrètement, on peut dire qu'il est dans la légalité aujourd'hui, Vladimir Poutine, parce qu'il a demandé à un président lui a demandé d'intervenir, et en l'occurrence, il est intervenu. Alors que nous, la France, les Américains, personne ne nous a demandé d'intervenir. Est-ce que c'est légal? On n'a même pas de feu vert des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a fait en Ukraine, Vladimir Poutine? Oui. Mais là, je parlais dans le cadre de la Syrie. Vous avez tout à fait raison, Général Gaviard. Mais dans le cadre de la Syrie, est-ce que notre action est légale? Lui s'est mis dans la légalité. Est-ce que notre action est légale? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Que notre action est légale? Ah ben, je prétends pas. De l'action de la France. Hein. Je pense que sur ce conflit en Syrie et sur toutes les interventions, on peut se poser effectivement la question de l'égalité internationale, mais en aucun cas on peut prétendre. En aucun cas. Légitime défense, dit Général Gaviard. C'est vrai, c'est ce qui est invoqué par la France. Oui, non, mais. Vous essayez de l'aider. C'est d'aider Alexis Bachelet. C'est gentil, mais c'est vrai que c'est ce qui est invoqué. C'est un habillage qu'on peut donner et c'est je rappelle les éléments de langage. Une ligne de langage qu'on peut se donner. Pour autant, la ligne adoptée par Vladimir Poutine est un tout petit peu fragile. C'est-à-dire prétendre que parce qu'on serait appelé par le régime, l'intervention devient pour autant légitime. Que je sache, il n'y a pas non plus de mandat de l'ONU pour Vladimir Poutine. Ce qui, en plus, est un facteur aggravant le concernant, c'est qu'il n'envoie pas seulement que des avions. Il envoie des troupes au sol. Il y a une base militaire. Peut-être d'ailleurs que si ses alliés chiites ne réussissent pas à endiguer l'effondrement du régime Assad, peut-être qu'il faudra encore plus d'hommes et peut-être que la Russie va devoir monter, je dirais, de gamme au niveau du dispositif militaire. Et moi, je l'attends et c'est possible. Et vous l'avez dit, c'est possible pour une raison, parce que vous avez raison sur le fait que la Russie est beaucoup plus pragmatique et qu'elle a les coups des franches. Mais pourquoi est-ce qu'elle a les coups des franches? Vous l'avez dit, mais de façon... sans être vraiment précis. Soyons précis. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il beaucoup plus de marge de manœuvre que nous aujourd'hui? Ça peut être des erreurs d'analyse. Il peut avoir une meilleure analyse de la situation, des rapports de force que nous-mêmes. Ça, d'accord, je vous le concède, c'est possible. Mais la raison, c'est que Vladimir Poutine n'a pas de compte à rendre à son opinion publique ni à son peuple. Il n'est pas dans une démocratie. Il peut engager l'armée sans vote de son Parlement, sans consulter aucune des forces politiques de son pays, puisqu'il est maître du pays. Donc nous sommes fragiles parce que nous sommes plus faibles que lui, parce que nous sommes des démocraties. Oui, nous, même quand nous allons envoyer des avions en Syrie, nous avons un vote au Parlement, nous avons un débat dans notre Parlement. Il y a des sondages qui sont faits, il y a des Français qui peuvent s'exprimer sur les radios et télé pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Il y a des Français même qui pourraient manifester pour protester contre l'intervention de la France en Irak ou en Syrie. Ça a déjà été fait dans le passé. En 2003, il y a des milliers de Français qui ont manifesté contre l'intervention américaine et ils étaient favorables à ce que les Français, eux, n'interviennent pas en Irak. Ce ne sera jamais le cas en Russie. La moindre manifestation en Russie, vous vous retrouvez en prison. Pardonnez-moi, Alexis Bachelet, mais est-ce qu'on fait de la politique étrangère et est-ce qu'on fait des guerres en fonction des opinions publiques? Non, mais ça peut compter. C'est-à-dire que c'est difficile pour un gouvernement démocrate et démocratiquement élu de mener une action militaire, en particulier engager des troupes au sol, si vous n'avez pas le soutien des gens qui vous ont élus. Ça, je peux vous dire que c'est très compliqué. Et c'est une vraie différence entre nous, et je le reconnais, hein, c'est un avantage comparatif. Et d'ailleurs, la population russe... Je suis désolé de devoir le mentionner. Notre expert aurait pu le mentionner en disant oui, effectivement, ça fait partie des atouts que Vladimir Poutine, dont Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, 2 tiers de la population russe, je le dis à nos téléspectateurs, est contre cette intervention russe en Syrie. Et d'ailleurs, sur les médias russes, c'est ce que nous disait tout à l'heure notre correspondant, ça tourne en boucle. Il y avait un sondage qui disait que 56% des Français étaient pour envoyer des troupes au sol. Donc finalement, la population russe est pacifiste et nous sommes des bellicistes. La France n'enverra pas de troupes au sol, même non, si 56% mais la population française semble être tout à fait prête à y aller. Moi, il y a quand même quelque chose qui me semble clair. Je ne suis pas là pour discuter de la nature du régime russe, qui, chacun le sait, a ses imperfections, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais concrètement, il faut aussi, si on s'amuse au petit jeu des comparaisons, en revenir à ce qu'est la démocratie à la française lorsqu'il s'agit d'intervenir à l'étranger avec nos troupes. Je vous rappelle que nous sommes en guerre quasiment en permanence. Nous sommes en guerre au Mali, nous sommes en guerre en Syrie, nous sommes en guerre partout depuis des années, après avoir été en Libye. Comment ça fonctionne une OPEX, une opération extérieure? Le président de la République prend la décision, on commence les opérations,
il y a un délai de 3 jours avant que le Parlement soit informé, il y a un vote au bout de plusieurs mois, mais comme on considère que de toute façon, ça c'est une loi implicite du débat politique français, ce serait rompre le consensus national que de voter contre une opération, tout le monde, le petit doigt sur la couture du pantalon, y compris les frondeurs du Parti socialiste, vote systématiquement pour. C'est vrai, Alexis Bachelay. Très honnêtement, je prends l'exemple de la Libye, où tout le monde s'en mord les doigts aujourd'hui, mais tout le monde, de droite, de gauche, tout le monde a voté sur la Libye. Alors qu'aujourd'hui, et on en voit des députés socialistes et des députés de droite qui disent ça a été peut-être une erreur, etc., etc. Mais tout le monde a voté. C'est vrai qu'il y a toujours consensus au Parlement sur les opérations extérieures, comme le disait Philippe Migaud. Donc finalement, l'opinion publique, on n'en tient pas grandement compte. Eh non. Non, mais ça fait partie des imperfections de notre démocratie. Je n'ai pas dit que nous étions dans un système pur. Et ce que vous dites est juste. Et ça veut dire aussi que ça peut conduire la représentation nationale à valider des opérations qui sont porteuses de catastrophes ultérieures, comme ce fut le cas en Libye. Et d'ailleurs, c'est un des arguments de Vladimir Poutine, justement, un peu de se moquer, entre guillemets, de ces coalitions en Irak, en Afghanistan, qui ont mené à chaque fois au chaos, à des guerres qui ont duré des années, parce qu'on a détruit les structures étatiques. Tout à fait. Et aujourd'hui, il défend le régime syrien en disant qu'il faut garder justement la structure étatique. En tout cas, c'est son discours. A-t-il raison, a-t-il tort ? C'est pas moi qui vais répondre à la question. Général Gaviard, on arrive bientôt au terme de ce débat. Je vous donne évidemment la parole aussi, Wael El Hafez. Est-ce que vous pensez que ça va être une guerre longue ? Parce qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs sur ce terrain, avec des objectifs différents. C'est une guerre qui va être longue et sans vainqueur. Oui, vraisemblablement, ça va être très très long. On le voit bien, hein, pour que la diplomatie, parce que la sortie est politique, et la diplomatie n'avance pas bien en ce moment. On pensait, avec les réunions de l'ONU, que les choses allaient se clarifier, et on est sur une ambiguïté très claire entre le mot terroriste vu par les uns et par les autres. Donc aujourd'hui, il faut que les diplomates se mettent en route, et les hommes politiques aussi, en particulier entre les Russes, les Américains, les Français et les autres. Je voulais simplement élargir un peu le débat pour parler de ce qui se passe au Yémen, parce qu'effectivement, au Yémen, il y a une guerre très forte, et les Saoudiens, les Émiriens, etc., sont en train de se battre au Yémen. On vient de bloquer, les Saoudiens viennent de bloquer des bateaux iraniens qui amenaient des armes, etc. Donc, je crois aussi que cet abcès de fixation qui est au sud bloque aussi l'intervention, s'il y en avait une à terre, des Saoudiens et des autres pays. Et donc ça profite effectivement dans la démarche de Poutine, de pouvoir y aller, sachant que de l'autre côté, il n'y aura pas de troupes au sol venant de ces pays-là. Et dernière chose, ce qu'avait demandé d'ailleurs Barack Obama, il parlait d'une large coalition avec des troupes arabes au sol, et comme vous le disiez, ces troupes arabes sont mobilisées, en tout cas sunnites. Ils sont très pris au sud. Sol. Le mot de la fin, Wael El Hafez, avec du recul, est-ce que vous ne regrettez pas, vous, en tant qu'opposant, finalement, qu'il n'y ait pas eu de négociation, négocier une transition avec Bachar el-Assad il y a de ça 5 ans, quand vous voyez aujourd'hui l'état de la Syrie ? Non, parce que je voudrais signaler quand même la Russie, c'est un occupant. Maintenant, elle occupe la Syrie. En collaboration, oui, bien sûr, avec l'Iran. Deuxième chose, le peuple syrien, il est sorti de révolution pour avoir la liberté et la dignité. Donc, on ne recule pas. Ça, c'est indiscutable. Troisième chose, là, l'intérêt russe à venir ici, il faut dire aussi économiquement. Le littoral syrien, le territoire, c'est plein de gaz et de pétrole. Et c'est les sociétés russes qui ont signé le contrat. Donc, quatrième chose, le baril de pétrole, aujourd'hui, c'est augmenté $2. Donc, d'ici, s'il continue le combat en Syrie avec l'intervention large de la Russie, avec l'aide de l'Iran entre le Yémen et tout ça, donc le baril de pétrole, c'est $300, même $400. Donc, les choses économiques, parce que la Russie avait économiquement enfoncé, avec les chutes des barils de pétrole, donc il veut s'allumer pour bien augmenter le prix, pour récupérer les anciennes pertes. Quatrième chose, l'Iran qui intervient au Liban, au Yémen, en Syrie, en Irak, personne ne parle pas, parce qu'il y a plein de 150 milliards à côté qu'on va profiter et tout ça. Et les États-Unis, qui sait tout sur l'Iran, et qu'est-ce qu'il a fait, le terrorisme iranien et les pro-iraniens, qui étaient amenés tout de faire des massacres, d'essayer de partager la Syrie, de prendre un territoire en disant la Syrie utile, où il y a les zones maritimes, où il y a le pétrole et tout ça, et que diviser la Syrie. Elles ne vont pas réussir. Même ils utilisent, pour dire État alaouite ou un autre et tout ça. Nous, on va combattre le continu. C'est une guerre de liberté, de dignité. En tout cas pour vous. Et la Syrie, il va rester unie. Wael El Hafez, merci beaucoup. Et cette déclaration ce soir de François Hollande, c'est Daesh qu'il faut... Pas ma main à couper. Hein. Oui, ça se pose question après, voilà, s'il n'y aura pas un redécoupage, une révision des frontières au final. C'est Daesh qu'il faut viser et pas d'autres. C'est ce que déclare ce soir François Hollande. C'est Daesh qu'il faut viser et pas d'autres groupes. Donc visiblement, le Front Al-Nusra ne fait pas partie de la liste des Français. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. On accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi.
Bonsoir Karim, à la une des médias, Poutine qui se lance dans la guerre. Alors c'est vrai qu'il y a une idée récurrente à la une de beaucoup de journaux aujourd'hui. On découvre la Libre Belgique qui titre « Poutine vole au secours de Damas » et non pas « Poutine s'engage contre Daesh ». C'est vrai que cette idée-là, on la retrouve à la une de beaucoup de médias. Cet autre journal est un journal belge, flamand, qui explique lui aussi que Poutine bombarde l'opposition syrienne au sens large. Évidemment, cette information, on la retrouve aussi du côté de Die Welt avec ce montage où on voit Bachar al-Assad avec un chasseur enjoué entre les mains et Poutine bombarde pour Assad, Poutine au service de Bachar al-Assad, tandis que du côté des médias américains, on a largement relayé cette information, en tout cas cette déclaration de John McCain qui explique que la Russie aurait ciblé des rebelles syriens formés par la CIA. Du côté des médias suisses, il y a cet article à lire sur le site du Temps qui évoque le jeu dangereux de Vladimir Poutine qui tente de s'imposer au Proche-Orient avec un cynisme incroyable. C'est ce qui écrit le journaliste du Temps. Et puis cet autre journal, L'Orient le Jour, qui titre « Poutine entame sa propre guerre sainte en Syrie ». Pourquoi ce titre ? Parce que les médias se sont fait l'écho largement de cette déclaration de l'Église orthodoxe russe qui évoque cette intervention comme une guerre sainte contre l'organisation État islamique. Alors évidemment, beaucoup de médias soulignent que Vladimir Poutine se retrouve au centre du jeu, au centre du monde. Cette photo a largement été utilisée avec cette poignée de main qui tarde à venir du côté de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et on reste très sceptique quant à ces frappes. Incroyable russes. quand même, ce Vladimir Poutine qui était encore isolé sur la scène diplomatique il y a de ça quelques mois avec la guerre en Ukraine et qui aujourd'hui est vraiment au centre du jeu diplomatique. Et côté russe, eh bien, on accuse l'Occident de se livrer à une guerre de l'information. Une attaque médiatique, c'est ainsi que sont présentées les différentes déclarations et les différents articles dans la presse occidentale. C'est ainsi qu'on le présente sur le site Sputnik. La Russie, donc victime d'une attaque médiatique. Alors, qui est venu au secours de Vladimir Poutine et de la Russie ? C'est Marine Le Pen qui dénonce, elle, la propagande américaine. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'exprime et qu'elle affiche son soutien à l'égard du maître du Kremlin. Il y a tout de même quelques articles dans la presse occidentale qui ne sont pas trop critiques à l'égard de Vladimir Poutine et de la Russie. Il y a celui-ci, celui de Simon Jenkins. Pourquoi l'Occident devrait écouter Vladimir Poutine en Syrie ? Alors c'est un article qui a été rédigé avant ces frappes russes sur le territoire syrien. Il explique qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de travailler avec Bachar el-Assad. Et puis cet autre article également du côté du Guardian de Marie Dejevski qui explique que tout ça dépasse largement les relations entre la Russie et les États-Unis. Il y a aussi une dimension stratégique très très importante pour la Russie, puisque c'est un de ces derniers bastions qu'elle vient défendre en s'engageant sur le territoire syrien. On s'arrête sur une initiative aux Pays-Bas pour venir en aide aux réfugiés syriens. Alors on en parle du côté des Inrocks. Alors c'est pour venir en aide aux réfugiés syriens, mais pas seulement syriens, puisqu'il y a aussi d'autres réfugiés qui sont arrivés du côté des frontières européennes. Le site des Inrocks raconte l'initiative de 3 Hollandais qui ont imaginé une plateforme sur le modèle de Airbnb, mais cette fois-ci pour mettre en relation des gens qui veulent bien accueillir des réfugiés et des réfugiés. Ça a beaucoup de succès. Ce site internet, je vous le montre, il s'appelle Refugee Hero, une façon de dire que chacun peut être un héros en aidant ces réfugiés. Merci beaucoup Karim. Et puis sachez, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais que François Hollande recevra demain Vladimir Poutine avec Angela Merkel à Paris. Ils vont parler de l'Ukraine, ils vont parler évidemment aussi de ce conflit en Syrie. L'ambiance qui promet d'être bonne demain à l'Elysée. Ça va être très chaleureux. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Tout de suite, le journal sur France 24 et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Merci beaucoup, Karim.